Bonjour et bienvenue sur la deuxième édition des webinaires Supply Change organisés par FM Logistique. Donc durant 45 minutes, nous allons découvrir comment votre supply chain s'adapte aux enjeux de l'omnicanalité afin de servir la performance de votre relation client. Donc vous avez 45 minutes sur le chat pour poser des questions et ensuite nos invités qui sont sur le plateau pourront y répondre durant le dernier quart d'heure. Donc pour aborder cette thématique, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Annabelle Martins-Rouvière. Vous êtes directrice Supply Chain France chez JDE. Oui. Bonjour. Bonjour, ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci et bienvenue. Nous avons à ma gauche Jonathan Lévy qui est président d'Ublex, qui est une start-up française expert en robotique et en mécatronique. Tout à fait, bonjour, je suis ravi d'être ici. Merci à FM Logistique pour l'invitation et puis à l'Agora pour ce webinaire. Bonjour Jonathan. Et nous avons du côté FM Logistique Audrey Thum, j'espère que je le présente bien. Thum, voilà, très bien, bienvenue. Vous êtes directrice bien-être, santé et sécurité au travail. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et enfin, à ma droite, j'ai Jean-Marc Tolini, qui est directeur expertise métier chez FM Logistique. Bonjour Laurent et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Donc comme je disais, je vous rappelle, vous avez 45 minutes pour poser vos questions dans le chat et ensuite nos invités pourront y répondre. Donc le contexte, il est simple. Dans un contexte où l'omnicanalité devient le nouveau modèle de la relation client, la chaîne d'approvisionnement n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Donc l'omnicanalité est un réel challenge qui requiert des adaptations permanentes, de l'innovation, mais surtout est une véritable source d'opportunité pour la supply chain de se transformer. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce dont on va parler dans ce webinaire. Donc avant d'entrer dans le détail, Jean-Marc, à votre avis, en quoi l'omnicanalité est pour vous un challenge et une composante essentielle au cœur de la stratégie de vos clients? Alors souvent quand on parle d'omnicanalité, on a tendance à penser e-commerce. Mais hormis les pure players ou quelques secteurs d'activité dans lesquels le e-commerce a pris une part prédominante, cette activité e-commerce n'est qu'une part d'une activité plus globale dans laquelle le e-commerce doit coexister avec un flux plus traditionnel. Donc le véritable enjeu pour cette omnicanalité, c'est d'être capable de faire du en même temps, donc que la supply chain soit capable de s'adapter pour faire en sorte que des problématiques nouvelles ou des contraintes additionnelles soient prises en compte. Autrement dit, être capable d'améliorer un flux traditionnel qui lui-même continue à évoluer, tout en embarquant une activité e-commerce qui peut prendre des formes tout à fait variables. Et les deux avec une véritable problématique de satisfaction client. Donc oui, c'est un vrai challenge qui nécessite une adaptation permanente, et je dirais même une adaptation plus rapide, pour faire en sorte que les différents modèles soient en mesure de répondre aux besoins clients et améliorer la performance. D'accord, et coexistent du coup. Donc, oui. D'accord. Et comment vous appréhendez justement ces enjeux au sein de FM Logistique? Cette omnicanalité, elle est au cœur de notre stratégie et on a une réelle volonté d'accompagner nos clients pour faire en sorte que cette adaptation soit la plus rapide et la plus simple possible. On y travaille au travers de 5 chantiers stratégiques qui ont pour vocation de proposer des solutions et des innovations à nos clients pour les accompagner dans leur développement. Alors ça peut prendre des formes très variables, comme des améliorations ou des innovations en matière de services, comme la livraison urbaine, les control towers, la personnalisation. Ça peut être l'amélioration des infrastructures informatiques pour être capable de se plugger plus facilement au site web ou au marketplace, et c'est plus le sujet d'aujourd'hui, sur la mise en place d'innovations ou de solutions qui vont permettre d'améliorer la performance des activités intralogistiques tout en restant le plus flexible possible. Très bien, merci Jean-Marc pour ces éclairages. Je vais me tourner vers Annabelle. Donc Annabelle, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes effectivement directrice Supply Chain France chez JDE, un des leaders notamment du thé, du café. Donc vous avez pas mal de marques qui sont connues. La question que je souhaitais vous poser, c'est aujourd'hui l'évolution des consommations. Quel impact elle a eu notamment sur aujourd'hui vos activités?
Alors c'est clair que le Covid a beaucoup chamboulé les tendances des consommateurs, puisqu'on s'est tous retrouvés pendant une certaine période à la maison, à faire de plus en plus de télétravail et à boire son café préféré, l'Or ou Tassimo, dans notre domicile. Avant 2020, on avait déjà enclenché notre tournant sur le e-commerce. On avait commencé en 2018 avec une activité qui était plutôt manuelle, simple, avec des petits volumes. Et on a vu à partir de 2020 une vraie transformation puisqu'on a doublé le nombre de quantités de commandes qu'on devait proposer et préparer pour nos consommateurs. On est passé environ de 200 000 commandes à plus de 400 000 commandes par an. Et on a vu une vraie transformation à partir de 2020, donc en pleine crise du Covid. Donc à partir de ce moment-là, on a dû réadapter effectivement notre supply chain et se transformer, se diriger vers des flux omnicanaux. Donc ça passe à la fois par le retail qui était notre core business, où voilà, on avait des flux qui étaient très importants également, puisque cette période a été très intense sur ce business-là. Et puis on avait également effectivement le e-commerce qui s'est accéléré avec un besoin d'aller plus vite, de produire plus, d'être efficient et de maintenir nos coûts. Et l'objectif, c'était d'éviter ce qu'on appelle le backlog, le lundi, en début de journée, après le week-end. On a toute une quantité de commandes qui arrivent et on a dû se transformer et transformer notre supply chain pour accompagner cette transformation qui est arrivée rapidement, en peu de temps, sur ces quelques années à partir de 2020. D'accord. Et donc, Annabelle, concrètement, on voit que les enjeux sont transformés, très clairement, sont accélérés. Comment votre supply chain a dû effectivement s'adapter, de quelle manière, pour y répondre? Pour y répondre, donc, on a travaillé avec notre partenaire de 30 ans, n'est-ce pas, Jean-Marc, pour trouver des solutions, pour transformer en fin de compte notre e-commerce simple et manuel à un e-commerce plus innovant pour faire face à cette transformation. Donc on a eu plusieurs discussions ensemble lors des copiles où on parle de notre activité, lorsqu'on parle d'amélioration continue, on a parlé de coûts. Effectivement, parce que c'est un objectif important aussi dans notre stratégie de faire plus à moindre coût, de quantité et surtout de qualité et d'expérience consommateur. Dans le e-commerce, c'est un des piliers majeurs, c'est cette expérience consommateur. Donc à la suite de ça, donc, on a partagé un petit peu ces objectifs-là et donc FM Logistique et l'équipe de Jean-Marc est revenue vers nous avec une proposition qui s'appelle Geek Plus. Alors, je ne vais pas vous en parler, c'est Jean-Marc qui va vous dévoiler en quoi consiste Geek Plus. Mais en tout cas, c'est cette approche qu'on a décidé de mettre en place avec des flux qui étaient à la fois automatisés, puisque c'est une approche multidimension, avec de l'automatisation, et puis également une partie du flux qui reste manuel, et tout ça toujours dans l'objectif d'être efficient, d'être capable de faire beaucoup plus de commandes, d'avoir des coûts réduits, et puis d'offrir à nos clients la plus belle expérience Tassimo et l'Or au travers de FM lors de nos prestations. Très bien, voilà. Merci beaucoup Annabelle. Donc Jean-Marc, justement, effectivement Annabelle en a parlé, en quoi consiste Geek, c'est Geek Plus, oui. Geek Plus, quelle est la solution? Alors Geek Plus, c'est un changement de logique dans la préparation des commandes e-commerce. C'est une solution de goods to person, donc ce ne sont plus les préparateurs qui vont prélever les produits, mais les produits qui viennent aux préparateurs. Elle est composée de 25 robots et de 5 stations de préparation de commandes, dans lesquelles on va faire une préparation multi-commande et avec un système de put to light. La petite différence de cette solution par rapport à des solutions qu'on peut voir sur le marché de même nature, c'est qu'au lieu d'emmener des étagères, ce qu'on voit traditionnellement, ici on va amener des palettes complète au préparateur pour satisfaire les commandes. C'est une solution qui a 3 avantages. Le premier, c'est qu'elle permet de gagner en productivité, plus de 50% de productivité. Alors c'est peut-être un détail pour vous, Laurent, mais pour Annabelle, ça veut dire beaucoup. C'est une solution qui permet d'améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs, puisqu'ils n'ont plus à se déplacer. Et c'est une solution qui, contrairement à des solutions très mécanisées, est flexible et peut évoluer dans le temps. Donc si demain, et c'est ce que j'espère, JDE continue à développer très rapidement son e-commerce, il suffira d'ajouter des robots ou des stations de préparation de commandes pour pouvoir s'adapter et suivre le business plan de JDE, toujours dans cette logique d'amélioration continue. D'accord, donc pourquoi concrètement avoir choisi cette solution plutôt qu'une autre? Parce qu'il y a d'autres solutions également. Donc,
Oui, alors c'est raison. une excellente question. En fait, sur le e-commerce, traditionnellement, on a plutôt des commandes avec 1, 2 ou 3 produits. Les commandes de JDE sont un peu particulières et atypiques en ce sens qu'on est plutôt sur 3-4 références et 10 à 15 produits. Et donc ça veut dire des problématiques radicalement différentes en termes de préparation de commandes. L'autre caractéristique des commandes JDE, c'est qu'on va aller des barrettes de dosettes l'or aux machines à café, qui sont plus grosses, en passant par les dosettes Tassimo, par des goodies, par des tasses à café, par du lait. Donc une grosse hétérogénéité en termes de produits. Donc Geekplus nous a paru la bonne solution parce que comme dans toutes les commandes e-commerce, on cherchait à éliminer les déplacements et à traiter les commandes plus rapidement, mais aussi parce qu'elle permettait d'amener des palettes entières et donc ça nous évitait d'avoir à dépoter les produits sur des étagères ou sur des bacs, ce qu'on voit dans plein d'autres solutions. Et donc, ce qui nous aurait fait perdre tout le gain de productivité qu'on pouvait trouver au travers des postes de préparation de goût to person. Donc, avec des AMR qu'on voit sur le film, qui amènent les palettes à des préparateurs qui n'ont plus à se déplacer et plus à pousser des chariots, donc avec moins de pénibilité dans l'exécution de leurs tâches, on rentrait en plein dans l'objectif qu'on s'était fixé ensemble de à la fois capacité, tout en, et c'est un point important aussi pour JDE, tout en ayant des conditions de travail et de sécurité optimales pour nos préparateurs. D'accord, Jean-Marc. Alors on voit clairement effectivement les bénéfices, vous les avez exprimés, c'est très clair. Mais comment vous choisissez la solution, justement? Comment vous l'identifiez? Des solutions, il en existe beaucoup, c'est vrai, sur le marché, et en général, elles sont séduisantes. Mais passer ce petit moment d'émerveillement quand on voit la vidéo YouTube, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'émerveillement de mes filles devant un TikTok, on est ramené à la dure réalité du monde de la supply chain et on doit répondre à deux questions essentielles. C'est pour quelle valeur ajoutée et avec quel ROI. Donc cette démarche d'innovation, on essaie de l'inscrire dans une véritable logique d'amélioration continue avec deux objectifs, qui est de l'amélioration de la performance en premier et avec l'amélioration des conditions de travail pour nos collaborateurs. Pour jauger de la pertinence d'une innovation, il y a un référentiel assez utile qui sont les 7 gaspillages, qui est un référentiel assez connu du Lean. Autrement dit, en quoi une innovation va être capable d'éliminer tous ces petits mouvements de non-valeur ajoutée qui sont intrinsèques au process intralogistique et qui sont la hantise de tous les professionnels de la logistique. Et parmi eux, les 3 principaux qui sont les déplacements inutiles, la répétition ou la multiplication des mouvements et les temps d'attente. Alors, j'ai retenu un point, c'est le gaspillage. On sait que c'est assez prégnant aujourd'hui dans toutes les entreprises. Quelle solution vous imaginez pour éviter justement ce gaspillage ou ces formes de gaspillage? Alors, on raisonne en process. Si on s'attache à la réception, l'enjeu, c'est d'éliminer tout ce qui va être mouvement ou temps d'attente. Donc, on va retrouver des solutions de type autodoc, qui permettent de décharger automatiquement les camions sans avoir à attendre et sans rentrer et sortir pour chaque palette dans les camions. De la même manière, on a des solutions de type ramper qui ont exactement la même logique, sauf qu'on n'est plus sur des camions, mais on est sur des conteneurs. Et le troisième type de solution, c'est des petits convoyeurs ou des petits sorteurs que l'on construit nous-mêmes d'ailleurs, et qui vont permettre de traiter les palettes multi-références quand elles arrivent, avec la réduction du nombre de gestes pour le faire et un haut degré de fiabilité, puisque le tri par référence se fait de façon automatique. Donc on le voit sur les films ici, une fois que la référence est complètement triée, des LED s'allument, ce qui veut dire pour l'opérateur qu'il peut récupérer ses colis et ranger ses palettes. Sur le stockage, l'enjeu, c'est bien évidemment les déplacements et la densification. Donc, cette notion de déplacement, on va la traiter au travers de l'utilisation d'AGV qui vont rouler des palettes
soit après une opération de déstockage, soit en amont du stockage pour bouger les palettes des quais vers la zone de rangement. Donc là, on élimine de façon évidente toute cette partie déplacement. Et ces AGV, ils peuvent prendre une seconde forme, que sont les AGV gerbeurs, qui, eux, pour le coup, vont complètement se substituer aux caristes pour aller ranger dans les emplacements en stock directement les palettes et donc éviter le déplacement et le cariste qui est supposé le faire. Dernière typologie d'innovation ou de solution qu'on peut trouver, c'est tout ce qui va être autour de la densification, avec notamment des solutions de type shuttle, dans lesquelles on va accumuler des palettes les unes derrière les autres, donc avec un haut degré de densité, et où un petit robot, d'où le nom de shuttle, va permettre d'amener les palettes soit au fond du stockage, soit au cariste, ce qui permet d'éviter des mouvements additionnels dans l'exécution des tâches de gerbage et de dégerbage. Donc on le voit ici sur la photo, sur la vidéo, quelque chose de très dense, avec le robot qui déplace les palettes. Et puis il reste un dernier domaine qui est le plus important, qui est la préparation de commandes, où ce qu'on va chercher à faire, c'est d'éliminer tout ce qui est autour de la tâche pure de picking, donc tout ce qui est déplacement et contrôle, et également tout ce qui est packing ou chargement et filmage. Donc ça peut être des solutions de type trolley, de préparation multicommande, soit Balea qui embarque de l'intelligence avec une pesée automatique et un système de put to light, soit des trolleys plus classiques et qui vont s'inscrire dans une solution d'automatisation avec un étiquetage et un routage automatique. Ça peut être aussi des solutions type locus où le robot va amener à un préparateur qui est dans une zone des contenants pour préparer les commandes. On va avoir d'autres types de solutions qui vont être liées à la visio, où on va prendre en photo le contenu des colis pour traiter plus facilement des litiges s'il y en a, ou des solutions d'enregistrement de la préparation de commandes, là aussi pour traiter les litiges. Des innovations en termes de packing, avec par exemple PackSize, qui permet de produire au besoin les cartons et donc éliminer tout le vide dans le transport et toutes les tâches de calage, ou des solutions de type B+, qui permettent de réduire les colis pour éviter le vide, ce qui est important notamment dans l'omnicanal, et éviter le calage. Sur la partie urbaine, on va avoir des solutions de tri automatisées avec des tailles de colis assez variables qui peuvent être couplées à là aussi à l'utilisation de la vision pour valider la bonne dépose des colis sur les palettes. Et puis des solutions de type trieur e-commerce qui sont souvent couplées à des mezzanines, ce qui permet d'avoir une grande densification des espaces de stockage. Enfin, filmage automatisé. Le filmage, c'est la tâche à non-valeur ajoutée par excellence dans l'entrepôt. Donc ces filmeurs permettent de l'éliminer complètement. Et puis des solutions de type beacon, où on va valider automatiquement, donc sans scan, qu'on charge la bonne palette dans le bon camion, ce qui là aussi évite des erreurs. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc. On voit qu'effectivement FM Logistique a déployé un grand nombre d'innovations pour accompagner ses clients dans leurs enjeux et de belle manière. Donc merci Jean-Marc et merci Annabelle. On va aborder un second volet qui est important également. C'est l'innovation au service de la prévention des risques et du maintien dans l'emploi. Et donc pour ce faire, je vais laisser la parole à Audrey. Vous avez rejoint récemment, je crois, FM Logistique en tant que directrice bien-être, santé et sécurité au travail, c'est bien ça? Tout à fait, en septembre dernier. D'accord, bravo, tout d'abord, voilà. On parle de nos enjeux d'une supply chain en transformation. Pour vous, selon vous, Audrey, quels sont les impacts sur les conditions de travail de vos collaborateurs?
Alors, l'évolution des modes de consommation a un impact direct sur nos métiers et sur les conditions de travail. Comme l'a dit Annabelle, la pandémie a donné un coup d'accélérateur au commerce omnicanal et plus particulièrement au e-commerce. En 2021, nous avons franchi le cap des 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le secteur du e-commerce, plus 15% par rapport à l'année 2020. En qualité de partenaire, notre rôle est d'accompagner nos clients dans leur croissance, de les soutenir dans leur développement stratégique. Cela implique de mobiliser nos équipes tout en préservant leur capital santé et en renforçant notre marque employeur. Le secteur de la logistique est un secteur qui recrute, mais c'est un secteur qui souffre encore d'un manque de notoriété et parfois d'une méconnaissance de nos métiers et donc de nos conditions de travail. Pour attirer les talents, pour les fidéliser, il est important d'être innovant. Nous avons donc, dans la continuité de notre certification ISO 45001, conçu un programme, le programme BEST, pour mettre en avant nos engagements, nos actions en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Et donc, en quoi consiste le programme BEST justement Alors, le programme BEST, c'est un programme en 3 piliers, le bien-être, la santé et la sécurité. Derrière chacun de nos piliers, il y a un engagement pour nos collaborateurs, mais également un engagement de la part de nos collaborateurs. Trouvez votre équilibre bien-être, protégez votre capital santé et respectez nos fondamentaux sécurité. Pour rendre plus lisibles et plus visibles nos actions, nous avons imaginé 5 balises d'action, FAIRE, qui forment donc le mot faire, former, animer, innover, responsabiliser, reconnaître et équiper. Cela permet à l'ensemble de nos collaborateurs, mais également à nos partenaires, à nos clients, de pouvoir rapidement positionner une de nos actions, une de nos initiatives sous une de ces balises. Et si l'on fait un zoom sur innover, c'est rechercher des solutions, tester des solutions, les déployer et pour qu'elles soient innovantes et source d'amélioration. D'accord, donc vous disiez l'innovation est au cœur on l'a vu au cœur de votre programme. Est-ce que vous considérez que c'est un levier notamment de performance ? Oui, tout à fait. Les technologies et les innovations sont dans de très nombreuses situations source d'amélioration des conditions de travail et par voie de conséquence d'amélioration de performance opérationnelle. Les cobots, les robots collaboratifs ont pour objectif de limiter les tâches à non-valeur ajoutée, de réduire les troubles musculo-squelettiques et d'éviter un certain nombre d'accidents du travail. Chez FM Logistique, nous pensons l'automatisation et l'innovation avant tout comme une solution collaborative qui vient cohabiter avec nos équipes et pour nos équipes. Encore une fois, les objectifs sont véritablement de réduire les tâches répétitives et sans valeur ajoutée pour recentrer le collaborateur sur des tâches valorisantes qui sont source de développement de leurs compétences et de leurs connaissances. D'accord, ok. Et concrètement, comment vous déployez notamment justement des solutions pour atteindre justement ces objectifs de santé, de sécurité, bien-être au travail pour vos salariés, pour les salariés ? Chez FM Logistique, on multiplie les initiatives, on innove en continu pour réduire l'accidentologie, pour prévenir les maladies professionnelles et pour améliorer au sens large les conditions de travail. Et comme l'a mentionné Jean-Marc, nous avons une approche lean de ces améliorations et nous avons identifié quatre axes majeurs en matière d'amélioration des conditions de travail: l'appréhension, le déplacement, l'ergonomie et la manutention. Ok. Afin d'illustrer, effectivement, pour les personnes qui nous regardent, vos propos, est-ce que vous avez des exemples, un ou deux exemples à nous donner ? On a beaucoup d'exemples. En matière de préhension, en fait, on parle d'aide à la prise des colis, plus particulièrement des colis qui seraient lourds, encombrants, peu maniables, hors gabarit. Et donc, nos actions associées à la préhension se sont plutôt centrées ou concentrées sur les préhenseurs. Les préhenseurs peuvent être fixes, mobiles ou embarqués sur nos engins de manutention.
Ils peuvent être équipés de différents accessoires, les pinces, les ventouses, les crochets. Et sur les activités JDE, nous avons eu l'occasion de déployer un de ces préhenseurs développé avec notre partenaire Ingénitech sur l'activité CAF. Ce préhenseur permet de ce fait de déplacer des charges lourdes et a permis de supprimer la coactivité avec les engins de manutention. Et puis nous avons depuis récemment un autre projet que nous partageons avec Ublex, mais je vais laisser Jonathan vous en dire un peu plus. Alors, merci Audrey. Effectivement, vous avez la chance d'avoir le président d'Ublex. Donc, Jonathan, est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant notamment le préhenseur? Tout à fait, Laurent. Tout d'abord, un petit mot sur Ublex. Ublex, c'est une jeune entreprise innovante française, industrielle, qui met son bureau d'études, les compétences de son bureau d'études en mécatronique, donc en mécanique et en électronique, au service de 3 grands axes, qui sont l'amélioration des conditions de travail, de la performance, mais également de la sécurité des employés dans 3 grands domaines, l'industrie, la livraison et l'intralogistique. En ce qui concerne ce premier cas d'application de la préhension de ce qu'on appelait des quarts de box pour des displays, c'était pour le client Haribo de FM Logistique, l'idée était de déplacer facilement, de manière ergonomique et sécurisée, à la fois sécurisée pour l'employé, mais également pour le contenu, des quarts de box lourds, pouvant peser entre 70 et 120 kg, soit par lot de 1, soit par lot de 2. Et on a travaillé sur une solution de préhenseur mobile qu'on a dû voir à l'écran et qui permet, en toute simplicité, quasiment à 2 doigts, de déplacer ces fortes charges rapidement, en toute sécurité, pour la préparateur ou la préparatrice. Très bien. Audrey, tout à l'heure, vous avez parlé également notamment de déplacement. Quel axe de travail pour vous? Qu'est-ce que vous mettez en place sur ce sujet? Alors pour l'aide au déplacement, on a 2 axes de travail. Un premier qui est de travailler sur la réduction des distances parcourues et pour repenser les temps de déplacement comme des temps de récupération. Et le second axe a pour objectif d'assister le mouvement et de venir réduire, voire supprimer les efforts de tirer-pousser. Alors, dans le premier cas, pour illustrer, on est chez FM Logistique sur des entrepôts dits XXL avec des grandes distances à parcourir et les déplacements peuvent être qualifiés de mauvaise qualité et souvent sans aucune valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons déployé des gyropodes, des triporteurs 100% électriques avec de nombreux accessoires pour pouvoir déplacer du petit matériel, par exemple pour nos équipes maintenance. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'équipements, 1 tiers en gyropode et 2 tiers en triporteur. Pour le second axe, donc qui est d'assister le mouvement, encore une fois, Jonathan, notre partenaire chez Ublex, Pour compléter mes propos, voilà. Tout à fait. Merci Audrey. C'est vrai que chez Ublex, mais comme chez FM Logistique, le déplacement est un enjeu majeur. Et la manière dont on souhaite travailler chez Ublex, on s'est aperçu, comme le disaient Annabelle et Jean-Marc très bien, l'avènement de l'omnicanalité du e-commerce amène les préparateurs à effectuer des opérations de picking sur des zones de picking de plus en plus étendues. On parle d'entrepôts XXL. Et donc, l'idée ici était de réduire à la fois les déplacements, le temps de déplacement, notamment ces déplacements inutiles entre la zone de picking et la zone de dépotage, ces allers-retours qui sont très très nombreux, mais également ces efforts de tir et pousser, parce que quand on prépare une commande, on peut avoir des chariots qui vont peser jusqu'à 200, voire plus de 200 kg à la fin de la préparation et qu'on va déplacer sur plus de 12 km par jour. Et donc l'idée de Ublex, c'était de se dire, on va créer un kit pour tous ces chariots de préparation de commande existants ou à créer, un kit de motorisation, d'assistance motorisée, un peu comme les vélos à assistance électrique, qui va permettre de réduire de 90% les efforts de tir et pousser. Et donc, on va pouvoir augmenter la taille des chariots, augmenter le nombre de préparations de commandes, et donc du coup réduire les déplacements, tout en améliorant les conditions de travail et la productivité des préparateurs et préparatrices de commandes. Très bien, donc on peut dire que chez FM Logistique, historiquement, vous avez embauché des sportifs. Du nombre de kilomètres qu'ils parcourent par jour. Des bons marcheurs. C'est des bons marcheurs, d'accord, ok, très bien. Et Audrey, concernant l'ergonomie et la manutention, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors l'ergonomie, on parle d'ergonomie, mais également de confort. L'idée, c'est de travailler sur la conception et sur l'aménagement des postes de travail, mais aussi des espaces, des zones de travail, pour limiter les temps
de déplacement au poste ou dans la zone, mais également pour venir réduire les postures contraignantes. On pourrait résumer à avoir tout à portée de main et à hauteur. En complément de cette conception des espaces de travail, on vient équiper nos postes de solutions additionnelles qui sont source de confort, mais aussi qui viennent réduire les postures contraignantes et les effets de ces postures contraignantes. Sur les activités de conditionnement à façon, on a par exemple un équipement, le bras zéro gravité, qui vient supporter le poids des agrafeuses, des cloueuses ou des cercleuses. Sur les activités logistiques, on a pu équiper des caristes d'exosquelettes cervicaux pour les opérations de gerbage, dégerbage. Donc de nombreuses initiatives et un peu sur mesure en fonction des besoins et des postes d'un point de vue ergonomie et confort. Et puis notre dernier axe de travail, l'aide à la manutention, alors avec une attention plus particulière sur les exosquelettes et surtout sur notre ergosquelette développé en partenariat avec l'Université de technologie de Compiègne et l'UTC. D'accord, qui s'appelle, c'est l'ergoscale, c'est ça? L'ergoscale, tout à fait. Et justement, l'ergoscale, quelle est sa genèse déjà, comment l'histoire, et comment ça marche, et à quoi ça sert? Quelle est l'utilité? L'ergoscale, c'est un dispositif d'assistance au port de charge, c'est une aide à la manutention. Ça permet de réduire les troubles musculo-squelettiques et de préserver, protéger le capital santé de nos collaborateurs. En 2019, on a fait le constat, après de nombreux tests, de différentes solutions et tests peu concluants, qu'il n'existait pas sur le marché une solution qui réponde à notre besoin et surtout pour le métier de préparateur de commandes. C'est pourquoi à l'époque, on a fait appel au laboratoire de recherche de l'UTC pour concevoir et breveter un dispositif d'assistance au port de charge. Ensemble, avec le docteur Khalil Ben Mansour, nous avons utilisé la capture de mouvement, l'analyse des gestes et postures de nos opérateurs pour identifier l'exosquelette, l'ergosquelette adapté à nos métiers. Et puis ensuite, nous avons signé une convention tripartite avec Ublex, l'UTC et donc FM pour passer d'une phase de prototype à une phase de solution industrielle. Et Ublex nous accompagne dans l'industrialisation et dans la commercialisation de ce produit en France. D'accord, donc il y a vraiment un gros travail de fond qui a été réalisé sur ce produit. Donc là, effectivement, on était sur le concept. Ça va être intéressant effectivement que Jonathan nous présente justement l'ergoscale. Tout à fait. L'ergoscale, c'est un produit qui a été initié par un laboratoire reconnu en analyse biomécanique, l'UTC de Compiègne, et puis un acteur majeur de la supply chain, de la préparation de commandes, qui est FM Logistique. Et moi, j'aime bien dire que quand on ne trouve pas de solution sur le marché, c'est bien de faire appel à soi-même ses compétences. L'idée là était d'améliorer les conditions de travail de ce qu'on appelle la préparation de commandes et notamment le transfert de charge. L'ergoscale, on peut le voir ici sur ce mannequin, le principe était assez simple de la première innovation, c'était de se dire on va court-circuiter les efforts à la fois des membres supérieurs et du dos et des lombaires, on va les court-circuiter grâce à un squelette externe mécanique que l'on voit ici représenté par à la fois des drisses et l'arrière de l'ergosquelette pour aller directement sur le bassin de l'opérateur sans avoir ce qu'on appelle de report de charge. Voilà. Ce qu'a fait Ublex en termes d'intervention, nous sommes arrivés avec nos compétences en mécanique et en électronique et on a ajouté des composants électroniques qui permettaient d'analyser le mouvement de l'opérateur, les mouvements de prise de charge afin d'activer le dispositif uniquement au moment où l'opérateur possédait un colis entre les mains et le désactiver automatiquement dès qu'il déposait le colis sur la bonne zone. Et donc on est intervenu là-dessus, mais également sur la partie industrielle, afin d'avoir aujourd'hui un produit industrialisé, produit en grande série, et qui a été testé et qui fonctionne chez FM Logistique, notamment parce que c'est forcément le premier client, puisque ce sont les initiateurs de ce beau produit, de ce beau projet.
Très bien, merci. Jonathan, j'aurais bien voulu voir porter le. Alors, on m'a dit que ce serait mieux d'avoir un mannequin plutôt que moi, que je ne faisais pas office de beau mannequin. Donc, je préfère le mannequin qui est ici. Pendant une heure, ça a été compliqué à porter, quand même, sur le plateau. Très bien, merci Jonathan. Et comment se passe justement la commercialisation de cette solution et pour quel usage? Quel type de clients sont susceptibles? La commercialisation se passe très bien. Évidemment, on l'a dit, FM Logistique est le premier client, le premier service, et c'est tout à fait normal. FM Logistique équipe aujourd'hui en France une centaine de collaborateurs avec l'Ergoscale pour les activités de ce qu'on appelle le transfert de charge, de préparation de commandes. Mais on vise également, et FM Logistique est très généreux dans cette approche-là, ouvre ce produit à d'autres acteurs de la supply chain, mais également à des acteurs industriels. On parle des fins de ligne de production, on parle également de tout ce qui est de la livraison, du drive notamment. Partout où on a du port de charge, on va dire statique, du transfert de charge, ça devient intéressant. On discute même avec des personnes qui sont dans le médical actuellement. Très bien. Merci Jonathan. Donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc je remercie effectivement Annabelle, pour votre témoignage. Merci Audrey, également Jean-Marc pour avoir développé et surtout déployé et nous avoir informé sur la stratégie de FM Logistique. Merci à Jonathan également. Et on voit effectivement qu'aujourd'hui l'innovation est au service de la transformation de la supply chain. Ça a été assez flagrant tant sur le point technologique, mais également sur la partie bien-être et santé au travail. C'est plutôt une très bonne chose qu'on est vraiment sur des métiers qui sont quand même assez pénibles, il faut se le dire. Donc quand même d'attractivité RH, c'est important aussi de travailler sur ces sujets. Donc merci à vous quatre. Et voilà, donc on va passer maintenant au temps des questions de nos internautes. Donc est-ce que Lauriane, nous avons des questions? Alors Jean-Marc, à partir de quand décide-t-on d'automatiser et quels sont les critères de prise de décision? Alors c'est une question vaste. Comme je disais tout à l'heure, on ne décide pas d'automatiser pour automatiser. C'est souvent pour répondre à une problématique bien particulière et pour améliorer la performance. Donc le premier critère de décision, je suis désolé de le redire, mais c'est le retour sur investissement, puisque c'est la clé de tout. Et après, c'est qu'est-ce que va apporter l'innovation ou l'automatisation pour répondre à une problématique particulière. Donc ça peut être d'éviter la pénibilité, ça peut être d'améliorer la qualité, ça peut être de raccourcir le temps de traitement d'une commande. Donc tout un éventail de solutions, mais qui restent toujours soumises aux fourches codines du retour sur investissement, parce que on ne veut pas automatiser juste pour automatiser. Est-ce que nous avons une seconde question, Lauriane? Oui. Annabelle, aujourd'hui, est-ce que l'automatisation de vos activités de conditionnement et de logistique contribue à la satisfaction de vos consommateurs? Alors sur la partie CAF, c'est une expérience qu'on a depuis longtemps avec FM. Et effectivement, sur cette activité-là, comme on l'a vu tout à l'heure avec le préhenseur, et puis on a mis aussi en place de l'automatisation sur les lignes de display, c'est sûr que ça contribue à la satisfaction client et puis aussi à la cadence et puis l'optimisation de nos coûts. Donc ça, c'est une très belle approche. Et après, sur la partie Geek Plus, on a le Go Live qui arrive donc lundi. Donc voilà, si on a choisi cette option, c'est qu'on est persuadé effectivement que ça apportera de la valeur pour nous et aussi beaucoup pour nos clients. Donc hâte de voir nos petits robots bouger partout lundi. Oui, juste une précision, c'est que le film qu'on a vu a été fait pendant nos phases de test. Ouais. Donc, comme le dit Annabelle, on démarre lundi. On a eu un peu de retard qui était lié, parce que Geek Plus est une entreprise chinoise qui était liée au confinement en Chine et qui fait que nos systèmes de sécurité, alors on devrait avoir démarré depuis un mois, mais les systèmes de sécurité, et c'était pour nous indispensable que d'avoir tous les systèmes de sécurité pour pouvoir démarrer, ne sont pas tous arrivés. Donc là, ça y est, normalement, c'est bon. Oui. Lauriane, une autre question? Audrey, allez-vous équiper tous vos préparateurs et préparatrices de commandes d'un Ergoscale? Alors,
concernant cet exosquelette, notre ergosquel, il faut avoir en tête les critères d'éligibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'exosquelette, ça ne fonctionne pas et ça n'a pas d'efficacité dans toutes les situations. Pour nous, c'est le port de charge, idéalement avec un peu de déplacement, pour des charges entre 5 et 25 kg, donc ce qui fait que pour certaines de nos activités avec des colis très légers ou de la préparation à la pièce, ça n'a aucun intérêt. Et puis, pour que cela fonctionne, il faut des collaborateurs volontaires. Alors, on a de plus en plus de collaborateurs intéressés par ces technologies et ces innovations. D'ailleurs, il y a une vraie satisfaction aussi de leur part, déjà de contribuer au test et puis dans l'efficacité du produit. Sur la dernière phase de test qu'on a pu faire en ce début d'année, on a 85% des collaborateurs qui reconnaissent avoir gardé l'entièreté en termes de liberté de mouvement et d'avoir un certain confort. On a d'ailleurs ajusté, à chaque phase de test, on a ajusté le confort, l'ergonomie, tout autant que l'efficacité de la technologie. Et puis, on estime de ce fait qu'on pourrait équiper environ 10% des collaborateurs FM, une part très importante bien évidemment de préparateurs de commandes, mais ce n'est pas fait pour tous les collaborateurs, pas pour tous les métiers et pas pour toutes les activités. Lauriane, est-ce que vous avez encore une question? Oui, une question pour Jonathan. Pour quel type de secteur ou de métier pouvons-nous envisager un ergosquel? Un petit peu comme l'a dit Audrey très justement, il y a les métiers de la logistique avec les préparateurs de commandes. On va parler de la dépalettisation, voilà, plein de métiers comme celui-ci, mais pas tous les métiers de la logistique. On va parler des métiers de la livraison, mais encore une fois, pas tous les métiers de la livraison. On peut se dire qu'en logistique, typiquement, un cariste n'a pas besoin d'un ergosquelette pour pouvoir effectuer son travail. Et finalement, on s'étend même aux métiers industriels. On parlait de la fin de ligne de production. Et pourquoi cet outil finalement s'ouvre à plusieurs métiers? Parce qu'au départ, il y a eu un cahier des charges assez, on va dire, assez strict, qui était de se dire on veut un outil qui permet d'assister, de réduire entre 60 et 80% l'activité musculaire et articulaire de nos préparateurs de commandes, tout en ayant quelque chose qui permette de garder cette liberté de mouvement, les compétences et le savoir-faire de nos préparateurs lorsqu'ils montent sur un chariot ou lorsqu'ils sont en train de préparer une commande. Et donc il fallait un outil, comme on le voit ici, qui est très léger, il fait moins de 2 kg, moins de 5 cm d'épaisseur. Donc il peut être gardé toute la journée et finalement qui est adapté à beaucoup de métiers. Mais on a encore une fois un cahier des charges très clair. Lorsqu'on veut l'appliquer, il y a des phases de démonstration, mais il y a également des critères d'éligibilité, notamment le poids et la répétition du port de charge. Une question pour Jean-Marc. Quel est le gain de productivité ou la réduction de FTE grâce aux robots pour les palettes et quel est le ROI estimé? Alors, le gain de productivité, il est de mémoire de 57%, en tous les cas de plus de 50%. Le ROI, il est entre 4 ans et demi et 5 en 5 ans. Alors, le nombre de FTE, je ne saurais pas vous le quantifier comme ça de façon parfaite, mais ce sont des gains qui sont significatifs en termes de productivité ou en termes de ROI. Je peux même vous donner l'investissement si vous le souhaitez. Et de 850 000 €. Une question pour Audrey encore. Comment est perçu l'ergosquel par vos collaborateurs et quel est le délai de prise en main et d'autonomie? Alors, ce qui est amusant quand on parle de ces innovations, de ces technologies, c'est qu'on a vu sur une période très courte, je dirais entre 2019 et maintenant, le regard du collaborateur totalement changé par rapport à ces innovations. Il y avait de la méfiance, ensuite il y a eu de la curiosité et maintenant il y a une vraie appétence. Je le disais, appétence à tester. Sur la dernière phase de test, on a eu 22 collaborateurs testeurs et tous volontaires et tous curieux, demandeurs de tester la solution. Donc ça, c'est un premier signal très positif pour nous. Sur la phase d'appropriation,
Quand on enfile l'ergoscale, il faut moins de 5 minutes pour faire les réglages, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est un équipement qui est réglable au gabarit du collaborateur, aussi bien dans la taille de son tronc, voilà, en hauteur comme du fait de sa corpulence. Donc moins de 5 minutes pour régler l'appareil sur le collaborateur. Il faut compter à peu près 1 heure de prise en main. Donc on a des ambassadeurs de l'ergoscale qui accompagnent nos équipes pendant 1 heure, qui testent différentes situations, des colis en hauteur, des colis au milieu, des colis en bas, la conduite d'engin. Et puis à l'issue de cette heure, je dirais, le collaborateur est capable d'utiliser l'équipement de manière transparente dans ses gestes du quotidien, dans ses gestes de préparation de commande. Après, nous, on met l'accent sur l'accompagnement, c'est-à-dire que pendant la première semaine et même le premier mois, on a ces fameux ambassadeurs qui vont venir en soutien, venir en accompagnement chaque jour au quotidien pour lever les doutes, lever les inquiétudes, peaufiner des réglages, répéter des mouvements. C'est une formation progressive pour à la fin le plus grand des succès pour cet équipement et surtout pour les collaborateurs qui sont de plus en plus soucieux de leur bien-être, de leur santé au travail. Lauriane, est-ce que nous avons une question ? Oui, toujours à propos de l'ergoscale, Jonathan, si on souhaite commander plusieurs ergoscales, comment fait-on? Quel est le prix et qu'en est-il du délai? J'ai une très bonne réponse. Si on souhaite commander plusieurs ergoscales, on ne peut pas le faire, pas immédiatement en tout cas, parce que l'idée c'est que, comme l'a expliqué un petit peu Audrey, il y a eu de nombreux mois d'essai, et ces nombreux mois d'essai nous ont permis d'établir finalement un process de travail qui est très important pour pouvoir adopter ces solutions, et ces solutions ne sont adaptées qu'à certains cas en logistique. Et donc, on peut évidemment commercialiser le produit, mais ce qu'on souhaite faire tout d'abord, c'est on a créé un kit d'1 à 2 solutions utilisables par 4 à 6 personnes dans l'entrepôt que l'on va accompagner pendant 10 à 15 jours sur leur poste de travail avec une étude de poste de travail, une étude d'ergonomie, la formation, le suivi et répondre à la fin. Est-ce que oui ou non, on peut acheter en grande quantité, déployer sur des centaines de collaborateurs cette solution et est-ce qu'elle est adaptée? Voilà, il faut redorer le blason des exosquelettes qui ont été en très grand nombre testés et assez peu déployés, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est la seule solution qui est déployée pour 10% des salariés d'une entreprise. Donc, on va pouvoir la commercialiser. La seule chose que l'on dit aujourd'hui, c'est que d'abord, on passe par une phase de test qui comprend 1 ou 2 kits maximum. On restreint un petit peu l'accès, mais c'est pour pouvoir avoir une adoption la plus simple possible. Et en termes de coût, il faut être tout à fait transparent là-dessus. On a 2 grands modèles, un modèle d'achat et de location pour pouvoir le permettre de l'ouvrir à toutes les entreprises. Et on va avoir un usage qui, lorsqu'il est partagé, va être de l'ordre d'une vingtaine à une trentaine d'euros par collaborateur et par mois. Donc finalement, c'est quelque chose de très accessible pour améliorer les conditions de travail et la performance des employés en préparation de commande. Encore une question pour Jean-Marc. Automatisation, robotisation, est-ce que cela signifie que l'on s'oriente vers une supply chain fully automated, J'espère que non, déjà. Et je pense pas, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont effectivement répétitives ou ces fameux gaspillages qu'on va pouvoir éliminer, mais il y a toujours une valeur ajoutée de l'être humain. Je vais prendre un exemple assez simple. Pour faire du packing avec de fortes contraintes de packing en termes d'expérience client, pour l'instant, je ne connais pas de robots qui savent le faire. Alors ça arrivera peut-être, je ne suis pas visionnaire dans 50 ans, dans 100 ans, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et il y a une variabilité aussi de la supply chain. Donc, soit on se fixe sur le maximum du maximum du maximum, et donc je reviens sur mon ROI, il n'existera jamais. Soit on combine les 2 solutions, à savoir une solution qu'on va qualifier de manuelle et une solution partiellement automatisée. Et donc, c'est plus vers ça qu'on évolue. Question pour Audrey. Quand on pense automatisation, robotisation, est-ce qu'on pense réduction, voire suppression de postes? Est-ce que c'est compatible avec le bien-être au travail? Alors oui, c'est compatible. On a pu le dire lors de cet échange. L'automatisation, l'innovation, c'est avant tout une solution collaborative
qui vient en soutien de nos équipes, qui vient cohabiter avec nos équipes, qui est au service de l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc on n'est pas dans une stricte raison du ROI ou de la performance opérationnelle. Tu l'as dit Jean-Marc, réduction des tâches répétitives à non-valeur ajoutée, développement de leurs compétences, faire grandir nos collaborateurs, peut-être leur offrir des perspectives vers d'autres métiers. Et puis, il ne faut pas oublier que chez FM Logistique, sur les 3 dernières années, on a recruté plus de 400 collaborateurs en CDI chaque année. Donc, on n'est pas du tout dans une phase de robotisation au détriment de nos ressources, de notre valeur que sont nos collaborateurs. Si je peux juste ajouter un point, cette robotisation, c'est aussi un moyen de pallier parfois la pénurie de main-d'œuvre. Tout à fait. Qui est un phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques temps et qui tend à s'accentuer ces derniers mois. Justement, par rapport à ça, moi j'ai une petite question. Excusez-moi, par rapport pour Audrey, c'est qu'on voit que dans pas mal de secteurs, il y a des pénuries au niveau effectivement des ressources, et notamment dans la supply. Il y a des belles solutions qui sont apportées, on l'a entendu, on l'a vu. Est-ce que vous communiquez également pour rendre la marque FM Logistique attractive aussi pour trouver de nouveaux collaborateurs? Est-ce que ça se sait? Est-ce qu'il y a une marque employeur qui est forte du coup? Alors je pense qu'on a une marque employeur qui est forte et on communique largement sur toutes les perspectives de développement et tout ce qui peut attirer les collaborateurs et les fidéliser, les garder avec nous, bien évidemment. Je pense qu'on a vu la robotisation, l'innovation, mais on va aussi les attirer par rapport aux perspectives de développement de professionnels, à la diversité de nos métiers, aux passerelles qui peuvent exister d'une activité de co-packing à une activité logistique. Et puis c'est vrai qu'on en a peu parlé aujourd'hui, mais on a tout l'éventail de nos outils en termes de digitalisation, toute notre offre qui permet aussi d'attirer des populations plus jeunes dans nos métiers. On sort de l'image un peu archaïque du Ford des Halles qui manipule des gros sacs de marchandises. On est dans des métiers, dans des environnements de travail qui n'ont rien à voir avec la logistique ou l'ancêtre de la logistique d'il y a 50 ans. Merci. Lauriane, est-ce que nous avons une autre question? Oui, une question pour Jonathan. Quand on porte un ergoscale, est-ce que l'on reste libre de ses mouvements? Alors c'était dans le cahier des charges initial, vraiment pouvoir porter tout type de colis, que ce soit des petits volumes, des gros volumes, pouvoir reprendre également son chariot à fourche avec la palette qui est dessus pour continuer à le conduire. Et donc oui, on garde la totalité de ces libertés de mouvement. Audrey a exprimé tout à l'heure un sondage qu'ils avaient fait, c'était 85% des employés qui conservaient la totalité de leur liberté de mouvement. On peut le voir, la seule contrainte que l'on a, c'est que finalement on va porter des surgants aujourd'hui, et sinon après tous les mouvements dans toutes les directions sont maintenus pour l'opérateur. Et ça c'est indispensable parce que si on veut faire adopter un outil aux opérateurs, c'est un petit peu comme des chaussures de sécurité. Si les chaussures de sécurité étaient complètement rigides, elle protégerait très bien le pied, mais l'opérateur ne voudrait pas la porter. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On veut améliorer les conditions de travail sur le long terme. Les TMS, ça se développe sur le long terme. Et ben, il faut un outil qui permette de garder cette liberté de mouvement et que l'opérateur ne se rende quasiment plus compte qu'il a un outil sur le dos. C'est aussi pour ça qu'il est très ajouré et très léger. Puis je rajouterai en complément, c'est vrai qu'entre l'avant-dernière phase de test et la dernière phase de test, on est venu ajouter au dispositif une solution donc de télécommande, une petite télécommande positionnée à l'intérieur du gant, et ça permet aux collaborateurs de choisir quand il utilise, quand il active l'équipement, c'est-à-dire que s'il a 10 colis à prendre, mais que c'est 10 paquets de chips, il ne va pas activer l'équipement. Donc il peut, entre guillemets, passer la main, aller à l'emplacement d'après et là, utiliser l'équipement, activer la technologie. Et ça, c'est très important parce que l'homme reste au cœur de l'action. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il utilise ou non l'équipement. Une dernière question pour Jean-Marc. Si on souhaite automatiser, par où commence-t-on?
C'est une bonne question. Par le début. Ou la fin, ça dépend. Par où on va trouver le plus, on va éliminer le plus de non-valeur ajoutée, ou par où on a la problématique la plus forte. Si la problématique c'est de traiter plus rapidement les commandes ou trier en masse, on va commencer à automatiser avec un trieur. Si c'est réduire les déplacements, on va mettre des solutions de type Geek Plus ou d'autres, puisqu'il y en a de très belles sur le marché, comme AutoStore, Exotech, des shuttles, j'en passe, et des aussi bonnes. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est une problématique spécifique à chaque fois. Je ne sais pas répondre intelligemment à cette question, si ce n'est de dire qu'à chaque problématique, à chaque non-valeur ajoutée, là, on peut commencer à automatiser. Et plutôt en automatisant avec quelque chose de flexible, sauf si on a une visibilité infinie sur son activité. Sauf que je crains que dans ce monde de l'omnicanalité, la notion de visibilité et de prédictibilité soit des choses du passé. Très bien, merci. Donc Lauriane, nous n'avons plus de questions. Donc nous avons au terme de cette deuxième édition de Supply Change par FM Logistique. Donc je tenais à remercier Annabelle. Merci Annabelle de votre témoignage. Merci Audrey. Merci Jonathan. Merci Jean-Marc. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, pour apporter effectivement mot de la fin, un mot de conclusion, quelque chose à ajouter Nous, chez Oblex, on a une ambition qui est assez simple et qui vient d'un de mes cofondateurs qui était professeur à l'université en robotique. Elle est assez claire. Si on veut avoir de l'automatisation, de la robotique, de la cobotique et que les employés suivent ce mouvement, c'est assez simple, il faut éduquer, il faut leur expliquer comment fonctionne la technologie, ce que ça leur apporte à eux, mais aussi à l'entreprise, ne pas cacher les apports pour l'entreprise. Et je pense qu'on va avancer dans ce sens-là et qu'en éduquant les gens, en leur montrant vraiment le fonctionnement, ils comprennent très très bien la technologie. Et je pense que de cette manière-là, que ce soit sur de la full automatisation ou sur ce que nous on aime bien faire de la cobotique, ça fonctionne très bien et les opérateurs sont très très contents d'être accompagnés et d'améliorer leurs conditions de travail au quotidien. Très bien, merci Jonathan pour ce mot de fin. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait l'innovation est au service de la performance dans la supply chain, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc je tiens à vous remercier tous les quatre. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis également et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir.